Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est un handballeur. Il s'agit de Cyril Dumoulin. Salut Cyril, comment tu vas? Ça va bien, pleine forme. J'espère que toi aussi, j'espère que tout le monde va bien. Eh ben écoute, ouais, ça va très bien aussi. J'ai hâte de démarrer cette interview et ben, on va démarrer tout de suite. Alors, on va commencer par une question simple. Où et quand tu es né? À Rieux-la-Pape, dans la région lyonnaise, et je suis né le 2 février 84 déjà. Ça remonte pour certains, c'est lointain souvenir. Pour d'autres, c'est un peu plus frais. Ouais. Ok, ben justement, on va retourner un peu dans ton enfance. Toi, t'as pas tout de suite commencé par le handball, hein. Est-ce que tu peux nous dire par quel sport tu as commencé, à quel âge? J'ai commencé très jeune par le foot. Tu vois, on fait tous des erreurs. Mon père était coach de foot, et était engagé en tant que bénévole dans le club. Donc, naturellement, tous les week-ends, j'allais avec lui sur les stades et forcément, un ballon qui traîne, on commence à y jouer et puis on intègre le club rapidement. Et j'ai fait la bascule que vers l'âge de 13 ans pour passer au handball. Ok, ok. Alors justement, ouais, je vais revenir sur ta famille. Elle est très sportive. Tes deux grands frères ont fait du volley, du baseball. C'est Ton ça, petit frère du foot. Du coup, ton avec moi. père est entraîneur de foot aussi. Et ta sœur de la danse. C'est ça. Alors, c'est une famille très sportive, mais c'est assez rare que dans la famille, tout le monde fasse des sports un peu différents comme ça. En fait, tes parents t'ont poussé à faire du sport. Ils voulaient que tu en fasses, mais ils t'ont laissé libre un peu de choisir. C'est exactement ça l'idée, c'est d'avoir chacun une activité, mais avec la possibilité de choisir. Donc on a tous testé plusieurs sports. Et franchement, je crois qu'on peut tous leur être bien reconnaissants parce qu'on a pu faire le sport qu'on voulait. Ça nous a permis de tous nous construire différemment. Ouais. Alors, on va parler un peu de ta carrière. Donc là, on a parlé de foot, on va parler de hand. Comment tu as découvert le hand déjà et est-ce que tu as tout de suite joué gardien de but? Parce que tu es gardien de but, hein, je le Ouais. rappelle. J'ai découvert ça à l'UNSS et j'avais intégré un collège sport avec une option sportive où on faisait un peu plus du double d'heures de sport. Et j'ai sauté le CM2, donc je suis arrivé en sixième directement de la CM1, donc j'étais plus jeune. Mon coach m'a envoyé sur la cage pour avoir un petit peu plus de responsabilité entre guillemets dans l'équipe, pour faciliter mon intégration. Et un an après, j'ai arrêté le foot pour passer au hand à plein temps. Ah, justement, on va parler un peu de ce poste de gardien de but. C'est un poste très spécifique, très important et donc le premier relanceur et le dernier rempart, hein, de l'équipe. C'est quoi pour toi les grandes qualités pour être un bon gardien? Alors, comme on me le dit souvent, on va peut-être parler de courage d'abord, parce que c'est vrai que c'est pas ce qui fait rêver le plus de se dire on va se mettre dans une cage et se faire allumer la gueule comme j'entends souvent. C'est ça aussi qui m'a plu, c'est cette notion que tout le monde en avait un peu peur, personne trop voulait aller à la cage et moi au contraire, vas-y, j'y vais. Et après, il y a une vraie notion de duel. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué. On est dans une situation où on part plus ou moins perdant, où il faut renverser la tendance et entre guillemets presque réaliser l'exploit à chaque fois. Ouais, c'est quelque chose cette notion de duel, de défi m'a vraiment beaucoup plu et je crois m'a suivi tout au long de ma carrière et continue encore aujourd'hui de me donner du plaisir. Oui, et elle se passe comment ta préparation? Je sais que maintenant, en tout cas, enfin, ça fait quelques années maintenant, mais les gardiens au hand font beaucoup de vidéos pour étudier les tirs des tireurs adverses. Est-ce que toi aussi, tu es adepte de ça et tu l'inclus dans ta préparation? Maintenant, ça fait presque 20 ans que je suis au contact du sport de haut niveau et j'ai vraiment pu voir cette évolution. Moi, j'ai commencé, on faisait exactement le même travail physique que tous les joueurs. Et aujourd'hui, on a des préparations beaucoup plus individualisées et personnalisées et adaptées au poste. Et le travail vidéo en fait de plus en plus partie. Il y a forcément le travail vidéo d'analyse des tireurs que je fais à chaque match. Et c'est aussi rajouté, alors aussi bien pour les joueurs que pour les gardiens, pas mal de travail de vidéo d'analyse sur soi-même. Et là aussi, ça nous donne pas mal de clés dans la préparation des matchs et la préparation de manière plus globale aussi. Alors, on va parler de ton club de Chambéry. Là, tu as le survêtement de Tremblay, mais toi, enfin, ta formation, tu l'as fait à Chambéry. Ça a été ton premier club professionnel. Comment se sont passés, toi, tes débuts chez les professionnels? Est-ce que tu as réussi à t'intégrer facilement? Qu'est-ce que tu retiens, en fait, de ces années savoyardes? C'est un club qui t'a révélé au grand public, au monde du handball, quoi. C'est vraiment ce club-là qui m'a permis voilà, de faire un bascule entre peut-être l'idée ou l'envie de jouer à haut niveau et de vraiment l'atteindre. Alors, je suis arrivé déjà à 14 ans à Chambéry en sport-études, même si j'étais encore au club de Bourgoin-Jallieu à l'époque. Et après un an et demi à peine, j'ai basculé au centre de formation
de Chambéry où Rudy Berge, qui était mon entraîneur donc en sport-études, a créé le centre de formation à Chambéry. Et j'ai fait partie de ceux qu'il a tout de suite pris avec lui. Et assez rapidement, j'ai commencé à faire 1 ou 2 entraînements par semaine avec l'équipe pro. Je retiens 2 choses. Je retiens d'abord ce côté des anciens qui te prennent sous leur aile, qui te conseillent, qui te guident un peu. Et en même temps, le souvenir d'un coach extrêmement dur. Sur une séance photo, voilà, où il y a la photo collective de l'équipe qui se fait, tout le monde s'habille. Moi, j'étais le 3e gardien, le petit jeune. Je me préparais, et puis dernièrement, Philippe Gardant me dit non, toi, tu n'as pas le droit de faire la photo, ça se mérite, faut être pro. Chaque chose devait se mériter. Alors après, tu es passé à Toulouse, puis tu es arrivé à Nantes en 2016, donc un club où tu es resté 5 saisons. Il représente quoi ce club à tes yeux? C'est pas ton club où tu as débuté, mais voilà, c'est quand même un club aussi qui t'a permis de connaître des choses que tu n'avais peut-être pas connues avec Chambéry. Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est peut-être pas parler d'avènement, mais pas si loin que ça. C'est-à-dire qu'à Chambéry, j'ai vraiment émergé. Je suis sorti un peu, j'ai atteint le haut niveau. J'ai connu mes premières sélections en équipe de France. Mais en club, donc on faisait la lutte permanente avec Montpellier pour le titre, mais on se faisait souvent dominer par Montpellier. On était un peu le poule leader du handball. Et puis on a connu quelques joutes européennes, donc très régulièrement. J'ai fait beaucoup de Ligue des Champions avec Chambéry, mais voilà, on sortait à peine des poules, c'était toujours la lutte, on était quand même surclassé. Et à Nantes, on est arrivé il y a 5 ans avec un peu ce même projet-là, parce que c'était la première compétition, la première participation pour le club de Nantes en Ligue des Champions, et l'idée c'était d'exister. Et finalement, on a fait beaucoup mieux que ça, beaucoup plus, en allant chercher au bout de 3 ans un Final Four, puis revenir 2 ans après, au bout de 5 ans. Et là, on a vraiment commencé avec Nantes à tutoyer le très haut niveau européen, vraiment le toit le toit du monde. En fait, ce que j'ai vécu à Nantes a été possible grâce à ce que j'ai vécu à Chambéry. Et c'était finalement une suite logique et une vraie avancée dans ma carrière. Alors après, cette année, on a appris que tu allais signer à Tremblay en France, donc, qui évoluera donc en Pro League et en 2e division la saison prochaine. Mais au moment où tu avais signé, c'était pas encore sûr qu'ils allaient descendre. Déjà, pourquoi avoir fait ce choix et est-ce que c'est uniquement un choix sportif ou est-ce que tu as aussi voilà, déjà des idées de reconversion? Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et c'est sûr que le choix de Tremblay, qui a peut-être surpris plusieurs personnes, est né d'une réflexion assez intense et assez compliquée. Le principal paramètre qui a fait la décision, c'est un choix, on peut dire un choix sportif, mais c'est presque plus un choix personnel, dans le sens où à Nantes, j'étais très bien. Maintenant, je jouais de moins en moins avec l'émergence des mini-scènes et les choix du coach en conséquence. Et j'avais cette possibilité de finir un peu à Nantes. Il me restait encore 1 an de contrat. C'est jamais quelque chose qui, moi, m'a animé. J'ai besoin d'être acteur, j'ai besoin d'avoir des responsabilités, d'être dans le cœur du projet. Et c'est exactement ce que m'a proposé Tremblay. Avec cette fameuse reconstruction d'équipe, Tremblay a une équipe voilà, qui a connu une saison très difficile, avec je crois peut-être qu'une seule victoire l'année dernière, avec une descente en D2, et pourtant un club qui a des moyens, qui a des ambitions, parce que là le groupe a été renouvelé presque aux 2 tiers, donc c'est un énorme changement qui a été fait. Quand on a 37 ans, signer 3 ans jusqu'à mes 40 ans, c'est pas négligeable, donc là aussi voilà, un nouveau paramètre de réflexion, parce qu'on a envie de construire des choses, j'ai envie de relever des défis, et là c'est un gros défi que de remonter ce club-là en League Star League, voire plus, et aussi avoir un peu plus de temps pour mes projets à côté et préparer ma reconversion aussi, avec mes stages avec l'Académie du Moulin, avec My Handball, mon service dédié au club amateur avec qui je veux travailler et que je veux développer. Le seul truc, voilà, il y a peut-être un problème un peu entre guillemets d'ego à gérer, parce que je passe en effet du Final Four de la Ligue des Champions à la Pro League. Mais aujourd'hui, humainement, dans l'aventure que je vis depuis 1 mois avec Tremblay et avec ce groupe-là, je sais que j'y prends beaucoup de plaisir et je regrette pas mon choix. Et je reste persuadé que sur les 3 années qui m'attendent, c'est un choix qui se révélera payant. En tout cas, comme j'ai dit à Joël ou à mon président ou à mes coéquipiers, je ferai tout pour que ce soit le cas. Ouais, et puis j'ai suivi un peu votre préparation. Alors, ça reste que la préparation, mais elle a été très bonne. Vous avez rivalisé avec des clubs de Lidl, alors c'est plus Lidl Star League, ça C'est change tout le temps. Nikimoli. Oui, voilà, voilà. Et vous avez par exemple avec Dunkerque. Donc voilà, c'est quand même une bonne préparation. L'objectif, c'est clairement de remonter dès cette année, en fait. Oui, clairement, le projet est là. En fait, il y a un projet à Tremblay avec une nouvelle salle qui va arriver dans 3 ans, le Colisée, une grosse salle, hein, je crois que c'est minimum 7000 personnes. Et clairement, quand on a une salle comme ça, on ne peut pas avoir une équipe en Pro League. Il faut avoir une équipe en Ligue Moly, en première division, voire une équipe qui vient tutoyer l'Europe.
Et c'est clairement l'objectif. L'objectif, c'est en 3 ans de construire une équipe qui soit on va dire au moins dans le milieu de tableau de première division, qui ne joue plus avec la descente. Et ça passe forcément par une remontée très rapide. Là, clairement, depuis qu'on est là, tous les jours presque on nous répète que l'objectif, c'est d'assurer la montée. Alors, on connaît le fonctionnement de la D2 avec le champion qui monte directement et ensuite les suivants qui font les barrages. Mais faire les barrages, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que sur un ou deux matchs, tu peux planter toute la saison. Donc, c'est peut-être prétentieux ou ambitieux, je ne sais pas, mais l'objectif, clairement, il est d'aller chercher le titre et de se battre pour assurer la montée le plus vite possible et se mettre le moins possible en danger. Alors, on va parler de l'équipe de France. Donc, toi, tu as fait ta première sélection en 2009, c'est ça? Tu vas me dire si je me trompe. En juin 2009, c'est ça. Voilà. Donc, on va pas se mentir, tu as souvent été cantonné au rôle de troisième gardien. Quand tu as commencé derrière, bon, après un temps, derrière le monstre Thierry Meyer et Daouda Karaboué. Moi, j'avais une question. Tu as fait 10 ans, en gros, sous le maillot bleu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Qu'est-ce que tu retiens en premier lieu, toi? Est-ce que c'est plus la fierté d'avoir porté ce maillot, d'avoir tous ces titres-là, d'avoir participé à cette période où on les appelait les experts? Ou est-ce que c'est plus la frustration de ne pas avoir eu plus ta chance de t'exprimer? Ou un mélange des deux? Il y a beaucoup de sentiments qui sont partagés sur cette aventure-là. Il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de frustration, et il y a plein de choses. Il y a des souvenirs inoubliables qui ont été construits. Il y a eu plein de belles rencontres. Il y a énormément de choses qui me viennent. Ce que je retiens surtout, c'est de ne pas avoir lâché. Après les 2 titres, je fais 2 compétitions, on gagne les 2 compétitions, tout se passe très bien, j'ai des très bonnes statistiques sur les 2 compétitions, et puis voilà, on me met de côté, on me dégage, et on me rappelle justement une fois que Thierry est arrêté. Et donc il y a eu pas mal de moments où j'aurais pu me dire autant arrêter et prendre du temps pour moi, pour ma famille, mais ma nature m'a poussé à ne jamais lâcher et de me concentrer ainsi sur ce que je pouvais maîtriser, sur ce que je pouvais contrôler et de pas m'auto-détruire sur ce que je pouvais pas contrôler. Et je regrette pas du tout ça parce que j'ai vécu des moments incroyables. J'ai vraiment vécu des super moments. Bien sûr, je me dis que j'aurais pu en vivre plus, que j'aurais dû en vivre d'autres. J'aurais mérité, je pense, d'en vivre d'autres. Mais voilà, j'ai vécu un vrai truc, un truc fort, un truc sincère. J'ai tout donné. Et après, je suis vraiment fier de ne pas avoir une seule seconde triché ou une seule seconde essayé d'être quelqu'un d'autre que moi-même et d'avoir tout donné pour ce maillot-là à chaque fois que je l'ai porté. Alors, on va quitter un peu les terrains de handball parce que tu es aussi hyper actif en dehors des terrains. Donc, moi, déjà, j'aimerais parler de ce que tu as fait pendant le confinement. Donc, tu as créé en fait une vente aux enchères pour aider le personnel soignant. Tu as appelé ça Sport et Don. Mm. Et donc, tu as récolté plus de 330 000 euros. Alors, déjà, comment t'es venue cette idée et est-ce que tu t'attendais à ce que les sportifs se mobilisent autant et que ce projet prenne une telle ampleur, quoi? Alors clairement non, c'est impossible d'imaginer ça. En fait, quand on est professionnel, on nous donne des équipements au début de chaque saison pour s'entraîner de ça. Et du coup, à la fin de la saison, ils étaient plus utiles, ils ne servaient plus. Donc souvent, tu les donnes un peu à droite à gauche autour de toi. Et des fois, ils t'en restaient sur les bras, tu ne sais pas trop quoi en faire. Et quand le confinement est arrivé, comme beaucoup de gens, je me suis mis à ranger le garage, à tout faire pour essayer de s'occuper un peu. Et c'est vrai que j'ai fait un pointage et je me suis aperçu que j'avais pas mal de fringues que j'avais récupérées, que j'avais mis de côté comme ça. Et je me suis dit, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide en ce moment, c'était bien les aides-soignants, tout le personnel médical qui était en ligne de front et qui se battait pour nous. Et j'ai simplement commencé par lancer une grande vente où j'ai mis tout ce que j'avais à vendre là-dessus. Et quand ils ont vu ça, il y a eu quelques sportifs qui ont commencé un peu à se manifester. Moi, j'ai quelques affaires, j'ai quelques trucs. Et puis, j'ai eu des journalistes. Il devait être 7-8. À la fin, on était même 10-12 de journalistes. Ils se sont investis comme jamais, quoi. Ils passaient leur journée à appeler tous les contacts qu'ils avaient, à leur demander est-ce que tu n'as pas ça. Et puis, rapidement, c'est transformé en un maillot de match, un maillot là. Et quand on a eu les premiers maillots, on s'est dit ceux-là, on va les vendre aux enchères plutôt que de les vendre à prix fixe. Et puis, on va voir. Et puis ça a été un effet boule de neige où chaque sportif qui le faisait était bien content d'avoir aidé, en parlait à côté d'eux, me lançait 2-3 contacts avec 2-3 personnes. Et puis à la fin, c'est même des sportifs qui me contactaient directement. Et un matin, je me réveille avec un message du Goyori sur mon téléphone. Et voilà, il m'envoie un message et tout. Pour me dire je voulais participer à ça. Est-ce que j'ai les gants de la finale de la Ligue des Champions là, qu'il avait gagné quelques mois avant? Est-ce que ça t'intéresse? Devine, hein, bien sûr. Et voilà, donc il y a eu des situations où il y a pas mal de sportifs qui sont manifestés. Ce que j'ai adoré, déjà de rencontrer tous ces gens, même si c'était virtuellement, par téléphone ou par visio.
mais surtout que ça venait de tous les sports. On dit souvent que le sport, c'est l'école de la vie. Je crois que sur une opération comme celle-là, on l'a prouvé. Alors, tu es aussi écrivain. Tu as publié 3 livres. Donc, Ouais. Billets de match saison 2010-2011, Billets de match saison 2013-2014 et Journal d'un expert sur le mondial 2015. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire et surtout pourquoi tu as eu envie en fait de partager tout cela aux gens à travers des livres, quoi? Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que moi, j'ai fait partie des premiers à être plutôt actif et présent sur les réseaux sociaux. J'étais dans cette notion de partage, de faire découvrir notre métier, ce qu'on vivait. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de choses que les gens ne pouvaient pas forcément voir. Et en discutant avec beaucoup de monde, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de mythes autour de notre métier. Et l'idée d'écrire, ça a été de mettre noir sur blanc ce qu'on vivait vraiment au quotidien pour le faire partager. Alors c'est pour ça que les 2 premiers billets de match, même le troisième, un journal expert, sont sous forme un peu de journal intime. Pas un journal intime, mais un journal de bord où j'écris après chaque match, ça, où je parle de la préparation des matchs, mais aussi de ce qu'on vit émotionnellement, comment on le gère, tout ce côté-là que les gens préfèrent peut-être ignorer, mais beaucoup se sont montrés curieux. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. En plus, ça a été une vraie expérience entre guillemets professionnelle parce que les 2 premiers sont des livres en auto-édition. Donc vraiment, je suis parti tout seul avec d'un stylo et d'une feuille blanche jusqu'au livre livré chez le lecteur, donc toute la partie publication, édition, mise en vente, gestion des ventes, ça, c'est moi qui ai tout fait. Donc c'était très formateur aussi pour ce que je fais aujourd'hui avec My Handball. C'est quelque chose qui s'est révélé utile pour moi et qui, je le pense, peut être utile pour beaucoup de monde de simplement écrire les choses pour mieux les gérer. Alors, je vais te poser une petite question aussi. Moi, j'ai assisté à ta dernière conférence de presse avec le H. Donc, c'était après la victoire en championnat contre Montpellier. Et donc, je t'avais demandé si tu pensais que les gens dans le monde du handball, t'appréciaient aussi pour ce que tu faisais à côté du hand. Et toi, je m'en rappelle bien, tu m'avais répondu, les gens ne m'aiment pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Alors justement, qui es-tu? Si tu devais te décrire en quelques mots, que voudrais-tu en fait que les gens retiennent de Cyril Dumoulin? Qui je suis, c'est que je suis quelqu'un de très simple en fait et parfaitement honnête. Souvent, on me l'a reproché aussi, mais même sur les réseaux sociaux, quand je suis pas bon, j'ai dit que je suis pas bon. Quand je fais des interviews, je l'assume pleinement, là où d'autres ont du mal. Depuis très jeune, on m'a appris que la seule chose que tu gardes vraiment, c'est le vécu commun. Quand je parle de l'Euro 2014 ou du Mondial 2015, on me dit c'est quoi ton meilleur souvenir? C'est le podium, c'est la médaille, c'est non, mon meilleur souvenir c'est après, c'est dans le vestiaire, c'est les moments de déconnade avec les mecs une fois qu'on a gagné, c'est quand j'étais avec Guillaume Joly sur le podium, après le podium quand tout le monde était parti, qu'on était tous les deux parce qu'on se connaît depuis qu'on a 12-13 ans, qu'on s'était dit un jour on gagnera des titres ensemble et puis là, on se retrouvait champion du monde ensemble. Ces histoires humaines là que tu gardes. Moi, mes médailles, elles sont au fond d'un sac, au fond d'un placard. C'est pas quelque chose que je regarde tous les jours. Mais par contre, des souvenirs d'humains ou quand je revois des gens, c'est ça qui compte. Et ça, je l'applique à tout le monde. C'est-à-dire que en m'ouvrant ainsi aux gens, en échangeant, en répondant. Alors, je le fais un petit peu en ce moment pour des questions de temps, mais sur les réseaux sociaux, je réponds toujours à tout le monde parce que quand quelqu'un prend le temps de m'écrire, c'est normal qu'un tôt ou tard, je prenne le temps de lui répondre. J'ai découvert plein de personnes que j'aurais peut-être jamais rencontrées et certains sont devenus des proches, d'autres sont des connaissances, mais avec qui je prends du plaisir à échanger ou à rencontrer après les matchs, tout ça. Et pareil, lors de mes stages, des stages de l'Académie Moulin, je rencontre plein de jeunes, je les vois évoluer, je les vois grandir. Quand je les revois au bord du terrain 2-3 ans après, je trouve ça génial. C'est tout ça qu'on garde. Ça, c'est une vraie richesse qu'on a peut-être tendance à oublier, qu'on a peut-être encore tendance à de plus en plus mettre de côté avec les réseaux sociaux et tout ça, parce que c'est un trompe-l'œil, les réseaux sociaux, mais c'est intéressant de garder le contact, d'avoir un échange, mais je crois que c'est quelque chose dont les gens ont besoin et ils se rendent compte, voilà, peut-être qu'ils se retrouvent un petit peu plus à travers moi parce que je suis peut-être un peu plus simplement normal ou accessible, on va dire. Il y a L'Enfer du Dimanche, qui est un grand film, mais surtout Le plus beau des combats. Pour moi, c'est le genre de film qu'il faut absolument voir, surtout si on aime un minimum le sport. Top 1 des films, je pense. Ouais, un groupe comme Muse, je les ai découverts en concert, ou comme M aussi, chanteur M, c'est des trucs, c'est phénoménal parce qu'il y a des vrais artistes, il y a des vrais textes, il y a l'écriture, et ça, c'est quelque chose qui manque parfois en ce moment. J'étais élevé en Savoie donc, pendant plus de 14 ans, donc tout ce qui est raclette, tartiflette, tout ça. Et puis en plus,
ce sont des plats conviviaux, donc j'adore ça. Mais bon, une bonne côte de bœuf sur un barbecue, je facilite et j'ai une énorme difficulté à dire non au chocolat. Ça fait, je crois, sur les 9 dernières années, je suis allé 7 fois en Martinique. T'es en France, mais tu as une culture qui est complètement différente de la culture française. Pour moi, c'est un vrai petit joyau parce que as un dépaysement total. Et là aussi, ça fait du bien de couper du reste du monde et se concentrer sur l'essentiel. Tout ce qui m'amène à vivre des choses avec les gens déjà. Après, aujourd'hui, ce qui me prend du temps, mais parce que j'adore ça, c'est le côté entrepreneuriat et développer des projets. Moi, j'ai toujours été un homme à défi, un homme à challenge, et j'aime aussi savoir que je sais faire d'autres choses que juste jouer à baballe, comme pas mal, comme on pourrait le dire. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps et je prends beaucoup de plaisir sur donc l'Académie du Moulin et sur My Handball, parce que j'adore le fait de construire des choses, d'essayer de leur donner du sens. Pas juste faire entre guillemets du business pour faire du business. L'idée, c'est vraiment de construire des choses. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est très bizarre, mais j'ai une grande passion pour la Seconde Guerre mondiale aussi. Je suis très admiratif de ces gens-là. On ne se rend pas compte de ce que c'est d'aller au combat. C'est que le moindre repas que tu fais, tu peux y rester, c'est terminé. J'essaye en tout cas de m'intéresser à un maximum de choses pour ma richesse personnelle et pour construire une culture qui me permet de m'adapter avec le plus de gens possible et d'avoir l'interaction avec le plus de personnes possible sans être dans un coin, sans savoir quoi dire. Il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai toujours été admiratif des gens qui, dans un domaine, apportent vraiment quelque chose de différent. Si on est dans le handball, alors forcément, j'étais admiratif de Jackson Richardson, qui a vraiment changé le regard qu'on avait sur le handball, ou même de Thierry Meyer, qui a changé le regard sur le poste de gardien. Mais bon, forcément, tout ce qui est Michael Jordan, même Tiger Woods, Schumacher, tous ces grands sportifs qui ont vraiment dominé leur truc et qui ont apporté quelque chose en plus. Et après, j'ai toujours été aussi un grand fan des grands entrepreneurs, des gens qui ont modifié les choses. Moi, quand je lis l'histoire de Elon Musk, l'histoire de Steve Jobs, de tous ces gens-là, je trouve ça extraordinaire. Le seul véritable échec, c'est de ne pas essayer. Pour moi, il n'y a rien de pire que de se dire, putain, et si j'avais fait ça, et si j'aurais peut-être dû le faire, et tout ça. Bah non, fais-le, au moins tu as ta réponse. Et une fois que tu as la réponse, tu peux avancer, quoi. En tout cas, je te remercie, Cyril. C'était très sympa de faire cette interview parce que moi, je suis un grand fan de toi depuis tout petit. Et quand j'ai lancé ce projet, j'ai tout de suite voulu t'interviewer toi. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se dit qu'on va la faire. Et je te remercie. J'espère qu'avec Tremblay, vous allez faire une saison de folie et remonter plus vite en première division. Et reste le même surtout. Reste le même parce que voilà, t'es génial. Merci. Et puis, j'avais qu'une parole. Donc, je t'ai dit qu'on finira par le faire et on l'a fait. Et c'est bien, continue de faire ce que tu fais parce que on a besoin de ça. On a besoin de jeunes qui sont passionnés, qui s'investissent dans ce qu'ils font et qui n'ont pas peur, encore une fois. Mais tu vois, ça te correspond très bien, je trouve, qui n'ont pas peur d'essayer et qu'ils donnent les moyens. Et quoi qu'il arrive, ça payera. Donc, continue comme ça. Merci, Cyril. Merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne journée et bonne saison surtout. Merci. À toi aussi. Salut. Ciao. Meeting, c'est des rencontres, du partage et de la passion. Abonnez-vous.